Bonjour, si chacun peut prendre sa place, étant donné qu'on n'est pas à la Maison du Peuple, peut-être qu'il y a quelques retardataires, mais on va leur laisser le temps d'arriver, le temps de faire les formalités d'usage, mais je crois qu'on est à peu près au complet. Il faut faire l'appel du coup. Donc c'est Benoît Blanc, le plus jeune, qui va faire l'appel, je m'en doutais. Mais tu vas la voir, la liste. C'est prévu, bonjour. Bien, alors, je vais commencer l'appel. Ça rappelle un peu le boulot d'ailleurs, tiens. Armand Rivière. Rachel Sacussi. Procuration, Monsieur Rivière. Manuel Bourguin. Aurélie Mialon. Robert Vivares. Julie Garcin-Sodo. Thomas Guiraud. Procuration, Madame Mialon. Daniel Demoulin. Procuration, Monsieur Verdeil. René Verdeil. Jean-Marie Bousquet. Marie Balestero. Daniel Azemar. Procuration, Monsieur Bousquet. Xavier Moutou. Cécile Dos Santos. François Castillo. Procuration, Monsieur Bourguin. Katia Siette. Georges Lopez. Petite partie trop tôt. Nadia Bentard. Patrick Delbach. Nicole Vicente. Moi-même présent. Anne Sutra de Germain. Gilbert Castiniera. Marie-Hélène Chassagne. Alain Vogel-Singer. Absent. Valérie Forme. Florent Cos. Kevin Vertichion. Et Annick Sadje. En l'absence de Rachel Sacussi, qui d'habitude est secrétaire de séance, sauf s'il y a des candidats qui se désignent et qui en rêvent, je propose que Manuel Bourguin le soit. Je vais passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Nous avons donc reçu en date du 6 avril le rapport de la Chambre régionale des comptes sur l'exercice 2015 et suivant. Nous sommes dans l'obligation de le présenter au conseil municipal suivant. Et je vais personnellement excuser Alain Vogel-Singer qui m'avait averti à l'avance qu'il ne pouvait pas être là, mais il se trouve qu'on était tenu, et même la Chambre régionale des comptes nous a écrit cette semaine pour s'assurer qu'on le présentait bien à ce conseil municipal-là. S'il le souhaite, à un prochain conseil, il pourra apporter des précisions. De toute façon, seront mis en ligne les réponses, enfin le rapport et les réponses qui ont été apportées, dont la sienne. Je vais essayer de vous en faire une présentation synthétique. C'est un petit mot parce qu'il est costaud, donc je m'excuse par avance de certaines longueurs. Je vais essayer de le raccourcir au mieux en étant tout objectif et le plus clair possible. Donc le déroulé, vous le savez plus ou moins, après les élections municipales de juin, ou en tout cas le second tour de juin 2020, nous avions souhaité qu'un regard soit posé sur les finances de la commune. Donc nous avions en premier lieu sollicité la Chambre régionale des comptes qui à ce moment-là nous avait indiqué que peut-être en 2021 ou plus tard, elle pourrait venir, mais qu'en 2020 ce n'était pas possible. Donc en parallèle, nous avions sollicité un cabinet d'études qui travaillait pour la ville pour nous réaliser au moins une analyse financière.
Et entre-temps, la Chambre régionale des comptes, le 5 janvier 2021, nous a informé que le contrôle allait débuter et que donc elle était disposée à le faire. Le 24 août 2021, nous avons reçu un premier rapport d'observation provisoire, donc qui est une procédure contradictoire, c'est-à-dire que la Chambre régionale des comptes l'adresse aussi totalement ou partiellement à des personnes, structures qui pourraient être non pas mises en cause, mais citées dans ce rapport, afin qu'elles puissent, si elles le souhaitent, répondre. Cela prend un certain temps. Donc nous avons reçu le 4 mars 2022 le rapport d'observation définitive, qui lui aussi à nouveau est une procédure contradictoire, plus simple celle-ci, puisqu'elle est adressée au maire en exercice, et s'il y a lieu, c'était le cas, au maire dont les comptes sont contrôlés pour partie. Et donc, nous avions chacun 2 mois pour répondre, ce qui fait que le 6 avril 2022, le rapport définitif nous a été adressé, donc le même, mais avec les réponses annexées à ce rapport. Donc, les positions ou la position que nous avons ou que j'ai souhaité adopter par rapport à ce contrôle et à ces rapports, moi, j'ai souhaité ne pas apporter de réponse ou de commentaires de la partie de gestion qui ne nous concernait pas, c'est-à-dire toutes celles avant juillet 2020 ou le 5 juillet 2020, sachant que j'avais pu m'en exprimer par le passé dans cette assemblée. Donc, je ne jugeais pas utile de revenir dire des choses ou de commenter des choses qui n'apportaient pas d'éléments nouveaux. Par contre, puisqu'il y avait tant dans les services qu'au sein de la CEMOP Saint-Christol des personnes qui avaient pu officier et travailler dans ces périodes-là, je leur ai laissé évidemment la possibilité de répondre ou de commenter, et par souci de clarté et de transparence, parce que leurs réponses en tant que telles ne pouvaient pas être annexées au rapport, elles ont été annexées à la mienne pour qu'elles figurent dans le rapport et que les réponses puissent être connues de tout le monde si besoin. Bon, je ne vais pas vous représenter la ville, je crois que vous la connaissez chacun et chacune assez bien. Ce qu'il en ressort, c'est que nous sommes une ville centrale avec des charges de centralité, des difficultés démographiques, mais aussi une concentration souvent de pauvreté et de précarité, mais également, si on passe les slides supérieurs, aussi un bassin d'emploi et d'attractivité pour tout un territoire. Donc ensuite, la Chambre analyse la structure de la ville comme nous la connaissons, son centre historique, parfois la difficulté d'y habiter ou d'y rénover, l'urbanisation qui peut être plus complexe qu'ailleurs puisque nous sommes entourés de zones inondables, le coût du foncier qui s'en ressent, et également le taux de logements sociaux qui, autour de 20%, ne répond pas totalement aux obligations légales et a amené à ce que la ville doive payer une amende depuis 2015. Donc sur l'emploi, je ne vous redis pas ce que je vous ai dit, hein. Vous connaissez la ville. Ce qui est intéressant, c'est l'indice de concentration d'emploi, ce qui prouve bien le pôle de centralité qu'est cette commune et le fait qu'elle attire chaque jour des personnes qui viennent pour y travailler. Je ne refais pas le cours sur la centralité, je crois qu'on en parle assez souvent, même si je trouve que la donnée du nombre d'élèves que nous avons tous les jours à Pézenas, c'est une donnée quand même qui parle d'elle-même. Pour 8148 habitants, si on en croit la Chambre régionale des comptes, nous avons chaque jour 4250 scolaires sur la commune, ce qui s'en ressent évidemment sur la vie associative, mais aussi sur les besoins que la ville doit couvrir en termes d'attente de la population, qu'elle soit la population qui habite ou qui fréquente la commune. Ce qui fait que ça se ressent aussi évidemment sur les finances communales avec nos dépenses de fonctionnement, une faiblesse dans nos marges de manœuvre, une fiscalité locale qui est ici plus élevée qu'ailleurs, et une fiscalité aussi qui peut peser sur le choix des habitants d'habiter soit Pézenas, soit les villages. C'est peut-être aussi, quand on fait le choix d'acquérir un domicile ou de le louer, une donnée qui rentre en compte. Donc le rapport était présenté en plusieurs parties, dont une qui était dédiée aux politiques d'attractivité dont le pilotage pour la Chambre régionale des comptes doit être amélioré. Je précise que c'est les propos de la Chambre régionale des comptes, je ne me fais que la voix de la Chambre régionale des comptes. Donc la Chambre régionale souligne évidemment un investissement significatif dans la culture. Elle estime pour le théâtre, puisqu'elle a axé notamment sur le théâtre et le cinéma, son analyse qu'il devrait bénéficier de plus larges cofinancements.
C'est un peu ce que nous avons commencé à essayer d'initier autour de Pézenas 2022, parce qu'à ce jour, effectivement, l'essentiel du fonctionnement du théâtre, à l'exception de quelques subventions, est assumé par la commune. Elle remarque que depuis 2018, le théâtre fait l'objet d'un budget individualisé, donc ce qui permet un meilleur suivi de celui-ci, que par contre, il manque des comptes rendus d'activité de ce théâtre, si ce n'est un bilan de la fréquentation de 2019-2020. Elle souligne pas, ou je ne sais pas si elle l'a souligné, mais en tout cas c'est moi qui l'indique dans le PowerPoint, peut-être que la culture publique n'a pas, ou en tout cas les théâtres publics n'ont pas été suffisamment aidés dans la crise sanitaire que nous venons de traverser et avec les fermetures ou les reports à répétition. Donc, toujours l'investissement significatif dans la culture, donc elle revient sur le cinéma avec une seule salle qui est ouverte 10 mois par an, qui est en augmentation quand même régulière de fréquentation, excepté évidemment les périodes que nous venons de connaître, qui par contre voit ses frais, ses charges de gestion fortement augmenter, notamment du fait de la refacturation complète des frais de personnel au budget annexe à partir de 2019, qui conduit à la commune de participer davantage à ce budget annexe, donc c'est une multiplication par 2,7, qui n'est pas totalement pour l'augmentation de la participation communale expliquée par les charges du personnel. Un cinéma qui a évidemment été lourdement affecté par la crise sanitaire, comme vous pouvez vous en douter. Donc, elle nous invite à réaliser une étude ou une analyse approfondie des coûts et de la performance des deux établissements que nous venons de citer, qu'il est important de réaliser des rapports d'activité pour ces établissements, excusez-moi, et qu'il y a besoin, elle le redit régulièrement, de diversifier les sources de financement de la politique culturelle municipale pour qu'elle pèse moins sur le budget ville. Elle revient sur l'attribution de subventions à une association depuis 2015 pour faire des analyses qu'on peut retrouver similaires à plusieurs points du rapport. C'est le manque peut-être d'écrit, de suivi, de procédures, et là c'est pour les conventions aux associations, et de contrôle des décisions municipales et de la gestion qui suit ces décisions. Et elle insiste, ou en tout cas elle constate que la commune n'a pas pu transmettre les différents éléments demandés qui souvent sont eux-mêmes écrits dans les rapports, enfin, ou dans les conventions que nous signons avec les associations. Donc elle nous invite à un meilleur suivi. Elle constate qu'en 2021 ou depuis 2021, il y a une certaine évolution dans les subventions aux associations, notamment pour la baisse d'une d'entre elles, mais surtout pour l'arrivée des subventions événementielles et d'une nouvelle formule de saison estivale et de gestion, ou en tout cas d'animation du théâtre de verdure. Elle évoque donc la politique de soutien aux métiers d'art en indiquant que c'est une action conjointe avec la communauté d'agglomération, en soulignant que ça ne devrait plus être une action de la commune puisque la compétence est transférée, que pourtant c'est une politique qui porte ses fruits. Et nous avons, je crois, les uns et les autres, dans nos réponses, expliqué que les métiers d'art étaient à la croisée de différents domaines et que cela justifiait aussi les raisons d'une intervention, parce que lorsque on soutient les métiers d'art, on est aussi dans l'attractivité économique plus large, dans la rénovation du cœur de ville ou sa vitalité, dans l'identité de Pézenas, dans la culture, le patrimoine, le tourisme, la qualité de vie, qui peut justifier cet enchevêtrement de compétences que ne reconnaît pas la Chambre régionale des comptes. Donc là aussi, elle nous invite à avoir des outils, parce qu'elle note que jusqu'en 2021, nous n'avions pas d'outils de suivi du patrimoine locatif, que la procédure d'attribution des échoppes n'est pas suffisamment formalisée et transparente, que les critères sont, comme la procédure, pas suffisamment formalisés, que là aussi, il n'y a pas forcément des comptes rendus périodiques, qu'il faut clarifier les tarifs appliqués et le cadre contractuel, sachant aussi que le cadre contractuel s'explique par la volonté de garder la maîtrise sur les baux de location des échoppes. Donc il faudra peut-être travailler avec un cabinet juridique pour trouver une formule meilleure que le bail précaire qui sera reconduit. Elle avait noté une politique onéreuse de sous-location à des commerçants dans le centre historique qui a pris fin en début de mandat.
Une opération d'aménagement dont le montage présente de multiples fragilités, c'est donc l'opération Saint-Christol dont il s'agit. Un projet ancien qui a dû trouver une solution rapide en 2019. Donc, elle rappelle qu'un arrêté préfectoral de 20 septembre 2002 constituait une zone d'aménagement différé dans ce secteur afin de constituer une réserve foncière. Qu'une ZAC avait été lancée le 30 avril 2010 et qu'une étude de faisabilité avait été aussi lancée sans que le projet n'aboutisse. Qu'une convention opérationnelle a été signée avec l'EPF, établissement public foncier de Languedoc-Roussillon, désormais d'Occitanie, le 5 avril 2011 pour l'acquisition de terrains et leur portage foncier pour un maximum de 3,2 millions d'euros, que d'importants frais d'études, donc 411 276 entre 2015 et 2019 et 469 137 avant 2015 ont été contractés sur ce projet. Un avenant à la convention signée avec l'EPF, donc un avenant conclu le 3 avril 2014, même si il n'y avait pas de ZAC et d'outils opérationnels comme le prévoyait la convention. Cet avenant augmentant le plafond de préemption ou en tout cas d'acquisition à 6,2 millions d'euros et augmentant aussi évidemment la surface à acquérir. En avril 2019, la convention avec l'EPF arrive à son terme. La commune adopte une délibération de rachat des terrains pour 4 992 000. L'importance de cette somme conduit à la commune à accélérer la réalisation d'un projet en cherchant ou en trouvant un partenaire privé. Faiblesse de la procédure conduisant donc à la création de la CEMOP, donc une société d'économie mixte à opération unique, CEMOP, qui est créée par le conseil municipal du 26 février 2019, un avis de concession portant sur un projet lourdement déficitaire qui est lancé le lendemain, des conditions qui sont pour la Chambre peu propices à une large mise en concurrence, 18 sociétés retirent le dossier, 2 candidates, une seule négocie, une absence d'expertise extérieure dommageable d'après la Chambre régionale des comptes pour accompagner la commune dans ses étapes de mise en concurrence. Une sélection donc, qui pour la Chambre régionale des comptes méconnaîtrait le règlement de consultation, une analyse des offres qui est sommaire et sans avis de la commission compétente, un manque de critères d'évaluation et un manque de traçabilité écrite tant pour l'analyse des offres que pour la négociation, et dans les négociations une prédominance des questions financières. Donc la CEMOP est créée le 26 février 2019, l'avis de concession est lancé ou publié le 27 février 2019, une commission ad hoc se réunit le 14 mai 2019, des négociations ont lieu avec un seul candidat entre le 15 mai et le 11 juin 2019, un groupement est retenu au conseil municipal le 30 juillet 2019 et le contrat de concession est signé le 3 décembre 2019. Un montage qui offre un contrôle relatif à la commune, donc la commune est actionnaire minoritaire 40% de la CEMOB, mais du coup est représentée à son conseil d'administration et en assume la présidence. Une minorité de blocage est possible à l'Assemblée générale de cette CEMOB pour se prononcer soit sur la modification des statuts et une majorité qualifiée dans 4 domaines, l'emprunt, le recrutement, la communication et la modification fondamentale du projet. 2 contrôleurs qui émanent des services de la commune. Donc là, il y a eu discussion avec la Chambre régionale des comptes, on le verra plus tard, parce qu'un temps, il a été décidé que ces contrôleurs n'avaient plus d'être, et on a demandé qu'ils soient rétablis en cours de contrôle de la Chambre, et des moyens de contrôle complémentaires émanant du contrat de concession pour la commune. Pour autant, un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la CIM, qui fait partie du groupement retenu, qui a été signé ou acté le 8 juin 2020, qui risque de réduire la visibilité pour la commune, et on demande à la Chambre régionale des comptes de régulariser les sociétés retenues en même temps que la CIM, puisque la CIM travaille avec certains partenaires ou prestataires. Des enjeux et des risques justifiant une vigilance accrue pour la commune, donc il y a encore une solution partielle en matière foncière sur la zone de Saint-Christol, puisque vous savez que nous avions renégocié les paiements avec l'établissement public foncier, qui a toujours une inconnue sur le domaine Saint-Christol qui avoisine les 1 million d'euros et qui n'est pas dans la zone définie pour la CEMOP, qui a eu différents retards pris tant par la crise sanitaire que par les changements électoraux survenus le 28 juin 2020, que pour autant le PLU a été révisé en 2021, mais qu'il reste des autorisations à obtenir, et la Chambre régionale des comptes invitant à créer une ZAC sur ce projet. Des adaptations au projet qui ne peuvent pas excéder le droit de la commande publique, des conséquences financières pour la commune actionnaire de la CEMOP si ce projet venait à échouer, et à nouveau un conseil de suivi et d'expertise à renforcer pour la commune pour l'accompagner dans ce projet.
Une situation financière de la commune sous contrainte, c'est la dernière partie du rapport de la Chambre régionale des comptes, mais là aussi, vous la connaissez assez bien. Donc, elle note que depuis son dernier contrôle, il y a une amélioration de la fiabilité des comptes, mais qu'il faut poursuivre. Elle avait souligné que certains documents qui devaient être publiés ne l'étaient pas, donc on a assuré leur mise en ligne depuis. Elle avait fait des recommandations en termes de vote et de présentation des budgets au moment des votes. Ça a été pris en compte pour le budget 2022. Et elle insiste ou elle indique que les taux de réalisation des prévisions budgétaires sont perfectibles. Un autofinancement limité par le poids des charges financières et de personnel, donc des produits de gestion qui ont été quand même orientés à la baisse en fin de période, des ressources fiscales dynamiques et une fiscalité reversée stable. Pour autant, une érosion des ressources institutionnelles malgré un rebond depuis 2018, c'est notamment dû à la baisse de la dotation globale de fonctionnement, et des ressources d'exploitation en repli. Il y a aussi une partie peut-être de conséquences du Covid sur les ressources d'exploitation en repli, au moins pour l'année 2020. Des charges de gestion stabilisées mais qui restent à un niveau élevé, des charges de personnel qui sont structurellement élevées, et de caractère général qui par contre, elles, grâce aux efforts de chacun et des services en particulier, sont en diminution régulière. Des subventions de fonctionnement qui sont affectées par les modifications des périmètres d'intervention du budget principal, c'est les subventions qui sont versées au budget annexe. Une contribution importante qui est versée par contre au service départemental d'incendie et de secours, et des charges financières liées à l'emprunt qui sont structurellement élevées. Une politique d'investissement tributaire des contraintes financières est insuffisamment pilotée. Donc, elle indique que sur la période 2015-2020, les dépenses d'équipement ont été limitées avant l'année 2019, qu'il manque une stratégie pluriannuelle formalisée pour la politique des investissements, que cette période n'a pas été une période de réalisation emblématique, mais pourtant il y a eu d'importants frais d'études, chiffrés par la Chambre à 1 million d'euros, soit 11% des dépenses d'équipement, et que le financement de l'investissement se fait principalement par l'emprunt. Un endettement important, coûteux et rigide, donc une dette aux composantes multiples dont le poids reste pour les finances communales considérable. Donc il y a à la fois l'emprunt auprès des établissements bancaires contractés pour l'investissement, il y a la dette afférente au partenariat public-privé de l'éclairage public, il y a la dette contractée donc auprès de l'établissement public foncier pour le projet Saint-Christol. Donc une dette en augmentation sur la période analysée en raison notamment du partenariat public-privé éclairage public et des engagements auprès de l'EPF pour le projet Saint-Christol, et une structure de dette qui est peu adaptée au contexte de baisse de taux. Peut-être que c'est pas plus mal en ces périodes actuelles. Donc l'état de la dette au 31 décembre 2020, ce sont les données du budget principal. Donc l'encours de la dette sans les engagements pris auprès de l'établissement public foncier et le partenariat public-privé d'éclairage public, c'était 12 659 604 euros. Cette même dette, sans les engagements EPF, mais intégrant le partenariat public-privé, c'est 14 998 298 euros. Et l'encours de la dette totale, Saint-Christol donc compris et partenariat public-privé compris, c'est 18 932 318 euros. Donc une situation bilancielle globalement confortée. La Chambre constate que le fonds de roulement net est en progression, que les besoins en fonds de roulement sont en partie subordonnés aux besoins ou à l'activité des budgets annexes, et que la trésorerie était croissante ou connaissait un accroissement en fin d'exercice. Elle invite donc de manière assez simple sur la prospective 2021-2025. Elle dit que la situation est soutenable mais reste précaire. Donc elle fait une série de recommandations. Évaluer le montant et l'impact budgétaire des charges de centralité supportées par la commune. Maîtriser les dépenses et diversifier les recettes du théâtre et du cinéma municipaux de manière à réduire les contributions versées par le budget communal à ces établissements. En application du principe de spécialité, laisser à la communauté d'agglomération l'exercice de la compétence développement des métiers d'art transférée, comme je le disais, donc à la communauté d'agglo depuis 2006. Se doter d'une expertise interne ou externe suffisante pour assurer le contrôle de l'opération d'aménagement du quartier Saint-Christol et limiter les risques financiers et juridiques associés pour la commune. Assurer la publication sur le site internet de la commune des documents budgétaires adoptés par le conseil municipal, donc ça c'est fait depuis. Mettre en place un plan pluriannuel d'optimisation des charges et de produits de fonctionnement en vue de rétablir la capacité d'autofinancement de la commune.
et proposer à l'intercommunalité le transfert de la gestion d'équipements sportifs et culturels de niveau supracommunal. Les mesures que nous avons mises en œuvre depuis le 5 juillet 2020, donc avant le contrôle de la Chambre régionale des comptes, une série d'états des lieux, dont l'audit que je mentionnais tout à l'heure avant ce rapport de la Chambre, la sollicitation faite auprès de la Chambre, un audit ou en tout cas une étude en cours sur le partenariat public-privé de l'éclairage public pour voir s'il n'y a pas moyen de dégager des marges de manœuvre, une mission de conseil en organisation auprès du centre de gestion, un diagnostic immobilier qui a d'abord été fait en interne et qui a été complété ou qui est en cours de complément par un cabinet privé depuis le vote du dernier budget. Pour la diversification des sources de financement, donc une recherche active de subventions, l'expérimentation de la souscription ou un retour à ce qui était un peu l'histoire de la ville pour l'acquisition de la Pietà de la rue Montmorency, et le mécénat que nous avons commencé à expérimenter dans le cadre de Pézenas 2022 et dont nous allons tenter de le continuer au-delà pour au moins la vie du théâtre et des saisons culturelles municipales. L'adhésion au dispositif Petite Ville de demain, la mise en œuvre d'une politique de gestion active du patrimoine avec certaines cessions, avec toute une série de relocalisations de services municipaux dans des locaux rénovés, municipaux ou non d'ailleurs. La fin du système, donc location sous location minorée qui était évoqué par la Chambre et des loyers récupérés puisque, notamment pour le CIO, il n'y avait plus de loyers versés. Donc nous avons repris la tâche pour que nous revenions à un fonctionnement normal et l'initiation de subventions événementielles pour les associations et ainsi que une nouvelle façon de voir l'utilisation du théâtre de verdure l'été. Le travail avec l'Observatoire de la communauté d'agglomération pour valoriser les bases fiscales qui est en cours et sur le projet Saint-Christol, une sécurisation juridique et financière avec la négociation auprès de l'EPF pour un nouveau échelonnement, une révision du plan local d'urbanisme et donc le 28 juin 2021, la réintégration au comité de contrôle des 2 contrôleurs de la ville désignés statutairement qui en avaient été sortis par le passé. Au cours ou après le contrôle de la Chambre, donc la mise en ligne des documents budgétaires, certaines mesures fiscales pour lutter contre la vacance des logements et la spéculation foncière. Je ne vous les recite pas, vous les avez votées ici. Sur le projet Saint-Christol, donc en cours, la procédure de régularisation des sociétés composant l'équipe de la CIM. Et l'adoption de la procédure de ZAC, ce conseil municipal a adopté le 6 décembre 2021 et nous aurons encore une délibération aujourd'hui à prendre. À faire, donc effectivement, le plan pluriannuel d'investissement, ou en tout cas une vision sur plusieurs années, ça reste un travail, même si nous l'avons initié, qui manque encore de corps. Tisser de nouveaux partenariats pour accroître les cofinancements ou les dispositifs de réalisation innovants. Donc c'est en cours, au moins pour la diversification des sources de financement, mais d'une certaine manière, ce que nous faisons à l'Oribel avec Terre de Liens, c'est aussi une manière de réaliser des projets sans que les finances municipales soient mises à contribution. Améliorer les traçabilités écrites et les procédures internes, là aussi c'est un travail de longue haleine, mais il va falloir qu'ils se mettent en place et qu'ils soient effectifs. Assurer le suivi des conventions associatives, c'est pareil que le point précédent, et renforcer la transparence des décisions municipales. Là aussi, il faut que nous avancions. Sur la question particulière des charges de centralité, parce que ça apparaît en pointillé de ce rapport, et ça fait l'objet d'une recommandation de la Chambre, dans le courrier de réponse de la ville, ou du moins du maire à la Chambre, nous lui avons proposé d'y travailler, à voir si c'est dans ses compétences ou si elle le relève ou si elle le refuse. Nous la ressolliciterons après que ce conseil municipal ait eu connaissance du rapport. Nous allons peut-être voir comment discuter avec nos collectivités partenaires et les instances nationales de la particularité de notre ville et de ses charges de centralité. Je crois que quand il y a 3 lycées publics, un collège public, un collège privé, un lycée privé, beaucoup l'exemple scolaire ne dépend pas des compétences propres ou directes de la municipalité, donc il y a matière à discuter et on peut retrouver ces éléments dans le domaine de la santé ou dans d'autres domaines, pas uniquement dans le domaine scolaire, mais ne pas occulter non plus que si certes elles sont des charges
qui ne rentrent pas quand elles produisent des produits directement dans les caisses municipales, elles demeurent quand même un sacré atout pour la vitalité de la commune, son attractivité et les services qui sont rendus à la population, que ce soit la population de Pézenas ou celle qui vient chercher ces services-là. Et je crois que le taux de vacances commerciales de la ville parle de lui-même puisqu'il est autour de 7%, ce qui est tout à fait honorable pour une ville de notre taille. Voilà ce que disait assez rapidement ce rapport. Je ne sais pas s'il appelle des observations. Madame Sadger ? Bonsoir. Monsieur Vogel m'avait demandé de lire la réponse qu'il avait faite à la présidente de la Cour régionale des comptes, mais je pense que si vous lui donnez l'occasion de s'exprimer lors du prochain conseil, peut-être c'est comme vous le souhaitez. Il préférera le faire lui-même sa réponse. C'est vous qui voyez. Vous l'avez proposé en début. Ah non, mais moi, ça, par souci de transparence, elle sera mise sur Internet en même temps que les documents, hein, je le redis, et par souci de transparence, même de débat. Je préfère autant que... Nous étions obligés de le présenter là, parce que je lui ai dit que le jour où on a discuté, bon, voilà, entre l'adoption des comptes administratifs, on ne pouvait pas reculer forcément à l'envie ce conseil municipal, donc on était un peu bloqué. Si on avait pu différer d'un conseil, on l'aurait fait, mais la Chambre elle-même était pointilleuse sur ce point. Je crois que Patrick Delbach voulait prendre la parole. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, accablant est donc le rapport de cette institution indépendante, accablant pour la majorité municipale précédente et particulièrement son maire sortant. On peut regretter qu'il soit absent. Suivant l'activité municipale depuis 22 ans, je n'en suis pas surpris, comme beaucoup d'autres ici notamment. Quand on prend un peu de recul, c'est tout de même assez étonnant. Monsieur Alain Vogel-Singer était, peut-être l'est-il encore, expert comptable. Normalement, on est en droit d'attendre d'un expert comptable au moins de la rigueur sur les chiffres et les procédures qui y sont liées. Ce n'était malheureusement pas le cas. Et pour Saint-Christol, c'est un feuilleton affligeant et un gouffre coûteux. C'est aussi paradoxal de la part de ce genre de personnes de droite qui passent leur temps à fustiger la gauche, qui ne saurait pas gérer, à quelque niveau que ce soit, plein la bouche du mot de rigueur. On voit ici que les mots servent à cacher le concret de leurs propres insuffisances. Il est finalement amusant de voir ceux qui donnent des leçons de rigueur financière et de gestion n'avoir pas d'échantillon sur eux. Reste que la majorité actuelle et toute la population de Pézenas hérite des 24 ans de gestion précédente peu de réalisations et beaucoup d'endettement. Une forme d'exploit. Je renouvelle les excuses d'Alain Vogel-Singer, dont l'absence n'est pas stratégique ou autre, elle était prévue de longue date, puisqu'il est à l'étranger. C'est vraiment un problème de calendrier et pas une absence volontaire, donc c'est pour ça qu'il aura la parole au prochain conseil s'il est là, ou au suivant si d'aventure il n'était pas là au mois de juillet où on devrait se voir. S'il n'y a pas d'autres remarques ou interventions, je propose peut-être qu'on suive avec les comptes de gestion et les comptes administratifs, comme ça on aura fait totalement la grosse partie financière de ce conseil, qui peut-être qui est la partie essentielle. Donc c'est le point 19 de l'ordre du jour pour ceux qui l'ont sous les yeux, et c'est l'approbation des comptes de gestion du budget principal et des services annexes pour 2021 avec les comptes administratifs. Mais je laisse la parole au duo René Verdeil et Frédéric Roy pour nous les présenter. Merci monsieur le maire. Alors dans le duo, je vais donner la priorité à monsieur Roy qui va vous présenter avec un PowerPoint. J'aime pas trop le mot parce que bon, pardon. Un diaporama, merci. Ben voilà, donc effectivement, un diaporama sur les comptes de gestion et le compte administratif. Vous avez eu tous les éléments de toute façon dans la convocation. Bonsoir, merci monsieur le maire, merci monsieur Verdeil, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais faire dans un premier temps la présentation de l'ensemble des comptes de gestion. Vous avez eu l'ensemble des documents, je suis sûr que vous avez tous feuilleté dans le détail. Juste la présentation de la délibération, c'est une approbation très formelle, on va dire. Le détail de la situation financière de la commune sera présenté au moment de la présentation du compte administratif. Donc, au niveau des comptes de gestion 2021, une présentation globale donc, sur le budget principal et les budgets annexes. Donc, les comptes de gestion, pour rappel,
constituent la reddition, donc le compte-rendu des comptes du comptable à l'ordonnateur et doivent être approuvés donc, avant l'examen des comptes administratifs. Vu les comptes de gestion donc, qui ont été dressés par le trésorier et accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi que des états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et à payer pour le budget principal et les budgets annexes. Pour rappel, donc, budget principal plus donc, théâtre, cinéma, camp hôtel et parking. Considérant que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, et donc considérant que le compte administratif 2021 est conforme au compte de gestion de ce même exercice, il est proposé au conseil municipal d'approuver les comptes de gestion présentés par le trésorier sans observation ni réserve. Et donc, il faut voter séparément. Donc, il faut voter pour le compte de gestion. Monsieur le maire. Oui, parce que je peux faire voter le compte de gestion. Voilà. Donc, vous avez reçu on peut les voter dans l'ensemble, dans leur intégralité. Hein. Enfin, on vote compte de gestion principal et annexe, ça vous dérange pas. Enfin, il n'y a pas un vote particulier sur. Donc, je vous propose de passer les comptes de gestion aux voix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie pour l'unanimité et je laisse donc dérouler la présentation du compte administratif. Et là, je devrais céder la place à Manu Bourguin pour faire voter. Mais pour l'instant, on va voir la présentation et le débat. Au niveau des comptes administratifs, donc comme je vous le confirmais, donc ils sont en concordance avec les comptes de gestion. Juste pour rappel, pour poser le décor et le cadre. Donc les comptes administratifs, donc c'est l'acte par lequel l'ordonnateur rend compte au conseil municipal des opérations budgétaires qu'il a exécutées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé. Donc à la clôture de l'exercice budgétaire, l'ordonnateur établit le compte administratif du budget principal et des budgets annexes. Le compte administratif, l'objet proprement dit du compte administratif, donc c'est d'une part de rapprocher les prévisions des réalisations, tant en dépenses qu'en recettes. Il présente et il permet de déterminer les résultats comptables de l'exercice et donc il doit être soumis par l'ordonnateur à l'Assemblée délibérante avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Donc là, avant le 30 juin 2022 pour le compte administratif 2021. Le compte de gestion, quant à lui, est un document qui est établi par le comptable public, retrace donc l'exécution budgétaire, comme le compte administratif, mais a une dimension plus importante, puisqu'il reprend également la comptabilité patrimoniale et financière de la collectivité. Donc, vous aurez au cours de ce mandat une évolution notable qui verra arriver le compte financier unique, qui a pour objectif de mettre fin à la dualité de la présentation des comptes ordonnateur et trésorier. On rentre dans le détail des chiffres. Donc, c'est une présentation qui est consolidée, agrégée budget principal et budget annexe. Donc, sur la section de fonctionnement, un résultat net à la clôture de l'exercice 2021 de 3 264 471,29, composé donc d'un solde sur les réalisations de 2021 de 861 366,19 et une reprise du résultat antérieur reporté de 2 403 105,10. Sur la section d'investissement, un résultat brut donc déficitaire de 568 297,82 et lorsqu'on le corrige du solde des restes à réaliser, on a un résultat net, donc un besoin de financement global des sections d'investissement de 1 959 228,06. Donc au total, sur les sections donc, fonctionnement et investissement, je rappelle que c'est toutes les opérations, ça comprend l'intégralité du budget, écriture d'ordre, écriture réelle. Donc on est sur un résultat brut de 2 696 173,47 et un résultat net de 1 305 243,24. Une présentation sur les taux de réalisation. Donc les taux de réalisation, ils permettent d'apprécier la sincérité et la pertinence du montage budgétaire et donc aussi également le respect du cadre budgétaire fixé par l'Assemblée délibérante. Donc au niveau des recettes réelles qui comprennent fonctionnement et investissement, on est à des taux de réalisation globaux de plus de 90%, 91,37. Pour faire le détail sur le budget principal, on est à plus de 90%. Sur le camp hôtel, 85%.
sur le budget annexe parking à plus de 100%, donc on a réalisé plus de recettes que ce qui était prévu au budget. 96,66% sur le budget annexe du cinéma et un petit peu plus de 100% sur le théâtre. Au niveau des dépenses réelles, le taux de réalisation est de 80%, 80,20 sur le budget principal, 84,67 sur le camp hôtel, 75% sur les parkings, 73,38% sur le cinéma et 92,32% sur le budget annexe du théâtre. Au niveau des soldes intermédiaires de gestion, juste pour rappel, les soldes intermédiaires de gestion, c'est des indicateurs qui permettent d'apprécier la santé financière des collectivités, de comparer les collectivités entre elles. Je vais juste aborder les épargnes, sans faire le détail de l'ensemble de la méthodologie de construction des soldes intermédiaires de gestion. Donc, sur l'épargne de gestion, 2 409 641,46 €. Donc, l'épargne de gestion, c'est vraiment ce que dégage en termes d'autofinancement la collectivité sur son cycle classique de gestion, sans les charges financières et sans les opérations exceptionnelles. L'épargne brute se porte au 31 décembre 2021 à 1 805 458,07 €, avec un taux d'épargne brute à 13,65%. Donc, l'épargne brute, c'est ce qui permet à la collectivité sur son cycle d'exploitation, en fait c'est l'autofinancement brut qui permet donc de financer les investissements et le remboursement de la dette. L'épargne nette, elle, ressort au 31 décembre 2021 à 440 612,27 €. Pour rappel, en 2020, elle était à 37 000 €, un peu plus de 37 000. Un encours de dette qui se réduit également au 31 décembre 2021 et qui est porté à 17 005 754,08 et une capacité de désendettement de 9,42 années. Au niveau de la gestion de dette, 3 éléments principaux. Donc, on vient de le voir juste avant, donc un stock de dette de 17,05 millions d'euros. Sur lequel on a 13,780 millions d'euros de dette bancaire. Donc le différentiel entre les deux, c'est la dette dite Saint-Christol, contractée auprès de l'EPF. 85% de l'encours est un encours à taux fixe, donc en cette période de volatilité forte des taux, c'est plutôt rassurant, bien que on est sur des taux, pour certains contrats, qui sont quand même assez élevés. Et le troisième point, donc un désendettement en 2021 d'un peu plus de 2 millions d'euros, puisqu'il n'a pas été fait recours à l'emprunt en 2021. Un contrat a été conclu, mais non mobilisé. Au niveau de l'analyse de la structure du compte administratif, une présentation, donc section de fonctionnement, recettes, dépenses, et section d'investissement, avec un focus sur les subventions qui ont été notifiées en 2021. Donc sur les recettes réelles de fonctionnement, elles se portent au total, tout budget confondu, à 13 225 460,25 €, donc une évolution entre 2020 et 2021 de 6,57%. Le premier poste des recettes, c'est les impôts. Les impôts et toutes les taxes indirectes afférentes qui portent à plus de 60% sur le budget, qui sont à 8 017 968,91 €. Le deuxième poste, donc, c'est les dotations et les participations. Donc, ça, c'est tout ce qui est dotation de l'État et participation de nos partenaires, comme par exemple la Caisse d'allocation familiale. Donc, 23% du budget. Les produits des services et du domaine arrivent en troisième position pour 12% du budget. Et ensuite, donc, les autres produits de gestion courante qui s'établissent en 2021 à 491 388,15 €, avec une progression de quasiment 100%. Donc une forte progression, 93,59%, liée donc à l'augmentation du revenu des immeubles, l'augmentation des loyers, et au transfert exceptionnel d'une partie de l'excédent du budget parking sur le budget principal, sur le budget de 2021. Je ne détaille pas les autres types de recettes qui sont de moindre importance. Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, au total en 2021, donc un peu plus d'11 200 000 €, une progression entre 2020 et 2021 de 4,73%. Donc les dépenses réelles de fonctionnement progressent moins vite que les recettes réelles de fonctionnement. Donc en fait, ça va faire varier à la hausse les épargnes. D'où l'épargne nette qui progresse de 400 000 € entre 2020 et 2021.
Au niveau de la répartition des différents postes de dépenses, donc les charges de personnel occupent le plus gros poste de dépenses des dépenses réelles de fonctionnement, pour 55%. Ce qui est notable, là, c'est sur l'évolution, en fait, entre 2020 et 2021. Il y a une progression de 0,15%, donc, qui est quasiment nulle. Ça fait 9 000 € entre 2020 et 2021. Donc il y a une vraie maîtrise des charges de personnel entre ces deux exercices. Les charges à caractère général, donc, elles progressent par contre de 9,47%, mais c'est un schéma qui est classique dans un contexte de reprise suite à l'arrêt brutal de l'activité en 2020. Et ensuite, des autres charges de gestion courante qui progressent, elles aussi, de presque 15%, liées notamment aux subventions versées au budget annexe, notamment la subvention versée au budget annexe du Camp Hôtel, qui est venue éponger le déficit de l'année 2020, qui avait un déficit de presque 85 000 €. Et ensuite, les charges exceptionnelles qui progressent fortement, qui s'établissent à 158 000 € en 2021. Au niveau de la répartition par fonction, donc des dépenses réelles de fonctionnement qui ont pu être ventilées à 10 millions et demi d'euros, et qui se composent de la manière suivante. Donc 31% sur les dépenses de fonctionnement représentent les dépenses affectées aux services généraux, 11% sur la sécurité et salubrité publique, 9% sur l'enseignement, 11% sur la culture, 10% sur le sport et jeunesse, 5% sur les interventions sociales, 18% sur les aménagements et services urbains, 4% sur l'action économique. Je précise que c'est l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement, charges à caractère général, charges de personnel, charges de gestion courante, tout sauf donc les dépenses qui n'ont pas pu être affectées, notamment les dépenses liées à la dette. Les recettes réelles d'investissement, donc les subventions comptabilisées, enfin notifiées présentes sur le compte administratif, tant en subventions comptabilisées qu'en reste à réaliser. Donc on est à un niveau de 1 685 000 € de subventions, donc il y a 927 000 € de reste à réaliser, donc ça fait environ 750 000 € de subventions comptabilisées sur le budget de 2021. L'autre point important, c'est les cessions de patrimoine, donc du patrimoine aliéné pour 1 564 000 €. Donc dans ces 1 564 000 €, il y a 1 250 000 € de cession à la CEMOP Saint-Christol. Et l'autre élément important, qui reste quand même assez exceptionnel au vu des exercices précédents, c'est que donc il n'y a pas eu de recours à l'emprunt en 2021. Donc des recettes réelles d'investissement au total d'1 993 000 et des poussières. Sur les subventions qui ont été notifiées en 2021, donc je précise que ce n'est pas forcément des subventions qui ont été comptabilisées, c'est des subventions qui sont soit qui ont été comptabilisées en partie ou qui sont encore en reste à réaliser. Donc, pour détail, des subventions donc, attribuées par la région Occitanie pour 3 opérations. La réfection de l'avenue Camille Guérin, 73 760. La réfection de la Maison du Peuple, donc la tranche 3, la Maison du Peuple, 82 432. La rénovation de la salle des États du Languedoc pour 14 137. Ensuite, on a des subventions qui ont été attribuées par le département de l'Hérault. Donc, pour la rénovation des extérieurs du musée, donc les façades extérieures, 39 100 €. La réfection également de la Maison du Peuple, l'opération de l'année dernière, pour 142 000 €. Et ensuite, des subventions allouées par l'État dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local. Donc la rénovation pour la salle des États du Languedoc à hauteur de 33 929 € et la rénovation pour la rénovation énergétique des bâtiments pour un peu moins de 257 000 €, donc un total de subventions notifiées en 2021 de 642 156 €. Au niveau des dépenses réelles d'investissement, au total, en 2021, pour 6 483 693,33 €, avec des immobilisations directes, donc chapitre 20, 21, 23, ce qui est dépenses d'études, d'acquisition et de travaux, pour 1 988 000, 30%, représente 30% dans le total. Des immobilisations financières pour 2 297 000. Donc ça, en fait, c'est la comptabilisation du paiement échelonné que la ville a consenti à la CEMOP Saint-Christol. Donc ça s'attribue, enfin, c'est assimilé à une charge. Le remboursement de la dette en capital, 2 174 000, comprenant donc le remboursement
d'une fraction de l'échelonnement que l'EPF a consenti à la ville pour 708 000 euros et des subventions d'équipement versées pour 23 858 euros. Les dépenses d'investissement par fonction qui ont été ventilées, donc un peu moins de 2,5 millions d'euros. Les services généraux donc, portent 20% des dépenses réelles d'investissement, 4% sur la sécurité et salubrité publique, l'enseignement 2%, 36% sur la culture, 7% sur le sport et jeunesse, 1% sur les interventions sociales, 27% sur les aménagements et services urbains et 4% sur l'action économique. Donc, les points à retenir pour synthétiser la présentation des comptes administratifs, et donc c'est la conclusion. Donc, 5 points principaux. La progression donc, des recettes réelles de fonctionnement qui est plus rapide que les dépenses réelles de fonctionnement. Donc, du coup, ça engendre une amélioration des niveaux d'épargne. Une capacité de désendettement qui repasse sous le seuil d'alerte, donc à 9,42 années. Donc, je rappelle, le seuil d'alerte est établi à 10 ans. Un fort accroissement des subventions d'investissement reçues, avec un taux de subventionnement des investissements qui s'établit à 38%. Pas de recours à l'emprunt en 2021 et une progression des dépenses réelles d'investissement totales de 13%. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation des comptes administratifs. Merci Frédéric. Nous allons pouvoir procéder. Pardon. Il y a encore il y a encore un débat et il y a l'adjoint aux finances qui veut parler. Qui veut dire, mais oui, il faut que je sorte en plus quand on Manu. Non, mais simplement, moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il y a des questions auxquelles éventuellement on peut répondre sur ce compte administratif. Madame Sadje. Alors, j'ai pas de questions, mais c'est vrai qu'il faut le dire. Les comptes administratifs 2021 se portent au mieux. Ils sont en progression sur les recettes, dépenses de fonctionnement et même les investissements, donc avec une capacité de désendettement qui a baissé effectivement de 14,5 à 9,42 en 2021. Nous saluons aussi la recherche active des subventions, et puis, je ne sais pas si le dispositif Petite Ville de demain a contribué au montant des subventions, mais bon, c'est... À ce jour, pas forcément, puisqu'on est encore en cours de rédaction. On avait une forme de préadhésion, et on est encore en cours de rédaction de la convention définitive, qui sera surtout importante pour avoir une opération de revitalisation du territoire, qui permettra à des propriétaires privés de rénover, de défiscaliser en rénovant. Après, nous inscrirons certains projets qui seront appelés à cofinancement, mais qui sont déjà certains actés, ou en tout cas possibles avec les collectivités, départements, régions. Et après, peut-être que l'État viendra ajouter. Je crois qu'il faut surtout souligner la place du plan de relance dans l'attribution de subventions qui nous a permis de faire la rénovation énergétique qu'on espérait d'une partie des bâtiments communaux, même s'il en reste encore beaucoup à faire, mais quand l'État accepte de mettre 80% du projet, donc 250 000 euros, donc c'est le plan de relance, c'est la suite de la crise sanitaire, c'est confortable pour les finances communales. Oui, bien sûr. Et donc, toutes ces subventions couplées à la cession d'éléments d'actifs, dont la compte de 1 250 000 de la CEMOP Saint-Christol, ça a permis de moins impacter les budgets, je pense. Alors, d'un point de vue purement comptable, les services font toujours un travail remarquable qui nous conduit à donner un vote favorable donc en faveur des comptes administratifs 2021. Je pense que pour ce qui est de la gestion, M. Vogel s'est largement exprimé lors des comptes du budget primitif. Et je ne rajouterai rien de plus. Merci. Je souscrirai aux remerciements des services finances, mais aussi de l'ensemble des services de la ville, parce que, vous l'aurez noté, les dépenses de personnel ne sont pas en augmentation. Malgré certaines augmentations automatiques ou imposées, et que c'est vrai que ça peut être pas forcément plaisant, ou ça peut être plus difficile de voir venir ou de mettre en route certains projets quand on vous dit qu'on essayera de tenir la masse salariale la moins haute ou la moins en augmentation possible. Donc je redis ce que je dis depuis le début du mandat, il y a quand même un engagement des services qu'il faut saluer, y compris dans une période d'alternance qui aurait pu être un moment de défiance ou autre. Non, il y a eu un accueil, une envie de travailler ensemble de suite. Donc ça, et malgré la crise sanitaire. Et malgré la crise sanitaire, évidemment, aussi, qui est
avec une période pas évidente pour personne et qui a bouleversé aussi les habitudes de travail et des absences non prévues souvent et à répétition selon les cas de figure. Donc c'est à saluer la place du personnel municipal. Je vais aussi dire celle des élus parce que je crois que les binômes ou les cohésions ont bien pris et que les élus ont aussi su prendre leur place pour essayer de mettre tout ça en route. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais sortir pour que Manu fasse voter. René ? Ouais. Non, mais moi simplement, effectivement, sur le compte administratif, ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que bon, le budget reste une prévision. Le compte administratif, on est sur de la réalisation. Ça veut dire que tout au long de l'année, en particulier 2021, on a suivi l'exécution budgétaire de façon à la tenir au mieux. On fera bien évidemment la même chose en 2022, puisque il y a eu un certain nombre d'observations qui ont été faites lors du vote du budget, mais que, je le rappelle, un budget reste un budget et que l'objectif, c'est de faire mieux quand on est au compte administratif que ce qu'on a présenté au niveau du budget. Voilà simplement les quelques remarques que je voulais faire par rapport à ce compte administratif qui, bien évidemment, en tant qu'adjoint aux finances, me satisfait totalement, et en particulier le travail que j'ai pu faire avec le service qui est affecté à la gestion de la ville. Merci. Je sors. Donc, on va pouvoir passer au vote des comptes administratifs 2021, budget principal et services annexes. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour l'unanimité. Monsieur le maire. Donc on continue la série finance avec l'affectation des résultats de fonctionnement 2021 et dans le duo, je ne sais pas qui la présente. Frédéric ? Oui, on continue. Remercie. Alors, après avoir déterminé, donc, comme je vous disais, les comptes administratifs qui permettent de déterminer le résultat de l'exercice, donc il revient après au conseil municipal d'en décider de son affectation. Donc voilà, je vais vous présenter le résultat affecté et la proposition d'affectation. Donc sur le budget principal, on a donc un résultat affecté de 3 062 411,33 et un besoin de financement de la section d'investissement de 1 998 115,63. Je m'excuse d'abord pour le... Enfin, je fais une parenthèse pour le caractère rébarbatif là, de la présentation, mais vous ne pouvez pas y couper, c'est comme ça. Affectation, donc il est proposé au conseil municipal d'affecter en réserve au compte 1068 en section d'investissement, donc 1 998 195,63. Un report à nouveau en section de fonctionnement au compte 002 de 1 064 215,70 et un report à nouveau en section d'investissement dépenses de 632 910,39. Sur le budget annexe du cinéma, un résultat affecté à la clôture de l'exercice 2021 de 7 331,42, un solde excédentaire en section d'investissement de 49 796,48. Donc la proposition d'affectation est de reporter en section de fonctionnement en recette donc les 7 331,42 et en recette d'investissement 50 461,48. Sur le budget annexe du camp hôtel, un résultat déficitaire au 31 décembre 2021 de 8 194,82. Je rappelle qu'à la clôture de l'exercice 2020, le résultat du camp hôtel était déficitaire de 84 000 euros. Donc il a, on va dire, épongé une partie du déficit, mais il lui reste encore un peu plus de 8 000 euros à éponger. Le résultat de l'exercice 2021 est quand même convenable, on va dire, à 76 000 euros. Il y a par contre sur le budget annexe du camp hôtel un solde excédentaire en section d'investissement, 13 104,67. Donc en report à nouveau en section de fonctionnement, donc en dépense, la reprise du déficit pour 8 194,82
et la reprise donc, du solde excédentaire de la section d'investissement en recettes d'investissement pour 13 104,67. Sur le budget annexe parking, un résultat affecté de 158 471,12 € et un solde excédentaire de la section d'investissement de 7 533,58. Donc une affectation en réserve au compte 1068 en investissement de 5 533,58 et un report à nouveau en fonctionnement compte 002 de 150 937,54. Un report à nouveau en section d'investissement de 1046,42. Sur le budget annexe du théâtre, pour terminer par celui-ci, donc un résultat excédentaire de 44 452,04 au 31 décembre 2021, un besoin de financement de la section d'investissement de 16 400, donc une affectation en réserve au compte 1068 en recette d'investissement pour 16 400 €, un report à nouveau en section de fonctionnement au compte 002 de 28 052,04. Est-ce que cela appelle des questions de votre part? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc je vous remercie pour l'unanimité. Et je vais encore demander à Frédéric Roy d'intervenir sur l'adoption de la M57, dont je pense que tout le monde rêve de savoir ce qu'elle contient. Alors juste, si monsieur le maire... Ils me font des surprises. Quand je passe la parole à l'un, c'est l'autre qui Non, parle. mais c'est pas grave. Ça prouve qu'on travaille bien ensemble déjà et que ça fonctionne bien. Non, simplement, comme on a constaté que vous aimez beaucoup qu'on vous présente des diaporamas, au lieu de lire effectivement le texte d'adoption de la nomenclature M57 qui peut être rébarbatif, on va aussi vous présenter un diaporama. Voilà. M57, C'est même le un petit film. référentiel budgétaire et comptable. Le référentiel M57, c'est quoi? C'est le référentiel budgétaire et comptable le plus récent, mis à jour par la DGFiP et la DGCL en concertation avec les acteurs locaux. Il permet le suivi budgétaire et comptable de nombreuses entités publiques locales, tout en conservant certains principes budgétaires applicables aux référentiels M14, M52 et M71. Quels sont les avantages? La M57 est le référentiel le plus avancé en termes de qualité comptable et intègre les dernières dispositions examinées par le Conseil de normalisation des comptes publics. Elle assouplit les règles budgétaires selon le modèle régional, pluriannualité, fongibilité des crédits, gestion des dépenses imprévues. Aujourd'hui, qui applique la M57? Depuis le 1er janvier 2020, le référentiel M57 est appliqué par la Guyane, la Martinique, la Corse, la ville de Paris et les métropoles. Et par les établissements publics locaux ou les collectivités volontaires ou expérimentateurs du dispositif de certification des comptes ou du compte financier unique. Et demain, qui appliquera la M57? Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est envisagée au 1er janvier 2024. D'ici là, les spécificités des collectivités locales de petite taille seront prises en compte dans un référentiel simplifié mis à leur disposition à partir du 1er janvier 2022. Pour en savoir plus, contactez votre comptable ou votre conseiller aux décideurs locaux et rendez-vous sur collectivité-locale.gouv.fr. Oui. Donc, à la suite de cette présentation, ce qui est proposé aujourd'hui, vous avez pu entendre que c'est programmé au 1er janvier 2024. Donc, en ce qui nous concerne, mais la mise en place est en train d'être préparée pour le 1er janvier 2023. La raison étant que en janvier 2024, il risque d'y avoir beaucoup de monde qui se réveille, entre guillemets, pour mettre en place cela. Sous le précédent mandat, il y avait eu des discussions, puisque depuis 2014, il y a des travaux qui ont été faits au niveau de la fiabilité des comptes publics, et que j'avais évoqué ce sujet lors de différentes réunions. Donc nous travaillons à effectivement améliorer
la situation par rapport aux finances de la commune, en particulier en mettant en place des outils qui là sont obligatoires au 1er janvier 2024, mais en essayant d'anticiper et de s'appuyer sur des outils qui permettent d'avoir un meilleur fonctionnement de la ville. Donc il est proposé effectivement au conseil municipal, c'est monsieur le maire qui le propose, d'approuver le passage de la ville de Pézenas à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023. Est-ce que cela appelle des questions, des observations? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je présume tout le monde. Je vous en remercie. On va continuer les questions financières avec l'aide aux propriétaires bailleurs dans le cadre de la prime au conventionnement des logements à loyer social ou très social. Et je demande à Julie Garcin-Sodo de nous le présenter. Je ne sais pas quelle page c'est. C'est le point 23. Ah, je vous ai surpris parce que c'est pas l'autre du... Eh oui. Alors, bonsoir à tous. Monsieur le maire rappelle que dans le cadre de la convention OPARU 2018-2023 avec l'Agence nationale de l'habitat, la communauté d'agglomération Euroméditerranée et la région Occitanie, ainsi que les délibérations du 22 février 2018 et du 12 juillet 2018, a été mis en place un dispositif d'aide aux propriétaires bailleurs dans le cadre de l'opération Objectif Rénov'. Monsieur le maire informe qu'il a été saisi de 2 demandes de subventions sollicitées par la SCI d'Agobert, monsieur Goudou, 7 rue Jean-Jacques Rousseau, dans le cadre d'un dispositif de la prime au conventionnement des logements à loyer social ou très social. Il est proposé de verser à la SCI une prime de 9 000 € qui vient en complément des aides de la CAM. Elle correspond à une prime de 1 000 € par logement rénové et en comptabilise un nombre de 9. Il en est ainsi aussi pour Madame Hélène Sény, rue du Château, dans le cadre du dispositif de la prime au conventionnement des logements à loyer social et très social. Il est proposé de verser à Madame Sény une prime de 1 000 € qui vient en complément des aides de la CAM. Elle correspond à une prime de 1 000 € par logement rénové. Il en comptabilise 1. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver ces attributions de subventions en complément des aides de la communauté Euro-Méditerranée. Est-ce que cela appelle des questions de votre part? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc tout le monde, je vous remercie. Et puisque Julie a la parole, je lui propose de le garder pour l'aide aux commerçants sur la réfection des vitrines. Tout à fait. Monsieur le maire rappelle que dans le cadre de la convention OPARU 2018-2023 avec l'Agence nationale de l'habitat, la communauté d'agglo Euro-Méditerranée et la région Occitanie, ainsi que les délibérations du 22 février 2018 au 12 juillet 2018, il a été mis en place un dispositif d'aide à la réfection des devantures commerciales pour favoriser les travaux de mise en valeur des vitrines dans le respect du patrimoine et améliorer l'image générale du centre ancien. Je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à se tourner vers le service technique qui vous guidera, puisqu'on ne peut pas poser n'importe quelle vitrine. Nous avons une charte. Donc, monsieur le maire informe qu'il a été saisi de 2 demandes de subvention sollicitées par monsieur André Gourou, propriétaire du commerce situé au 1 cours Jean Jaurès. Dans le cadre du dispositif de la prime à l'action vitrine, il convient de verser à monsieur Gourou une subvention de 3 000 € représentant la prime qui vient en complément des aides de la CAM pour les commerçants. Elle s'élève à 15% des montants des travaux, dont le montant total subventionnable pour cette opération est de 20 000 €. Et Madame Nathalie Berthaud, propriétaire du commerce situé aux 12 places de la République dans le cadre du dispositif de la prime à l'action vitrine, il convient de le verser à Madame Berthaud une subvention de 383 € représentant la prime qui vient en complément des aides de la CAM pour les commerçants. Elle s'élève à 15% du montant des travaux, dont le montant total subventionnable pour cette opération était de 2 550 €. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver ces attributions de subventions en complément des aides de la communauté d'agglomération Euro-Méditerranée. S'il n'y a pas de questions de votre part, je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc tout le monde, je vous remercie. Et je demande à Aurélie Mialon de nous présenter la demande de subvention auprès de la CAF. Bonsoir, merci monsieur le maire. Monsieur le maire propose au conseil de déposer une demande de subvention auprès de la CAF départementale pour l'achat et la mise en place de stores enrouleurs. Ces stores seront placés dans la salle Ramonettage qui accueille le groupe des moins de 4 ans au centre de loisirs ainsi que le RFE, Relais Petite Enfance, et le LEAP, le lien accueil enfance-parents.
La commune versera à l'entreprise Clément et Fils la somme de 873,60 € et sollicitera une subvention à la hauteur de 40% des frais engagés, soit 349,43 €. Le coût réel des frais pour la commune s'élèvera à 524,16 €. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer une demande de subvention auprès de la cave de l'Hérault pour le projet subventionné. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie tout le monde. Et pour le dernier point des questions financières, c'est la convention de participation financière entre la communauté d'agglomération et la commune sur la réhabilitation, sur la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des réseaux humides avenue de Verdun. Et oui, monsieur le maire, tout ce qui ne se voit pas se paye aussi. Du coup, il est rappelé au conseil que la requalification de l'avenue de Verdun au titre de la traversée urbaine concerne l'aménagement et la voirie, mais aussi les réseaux qui sont tous à refaire. Or, la maîtrise d'ouvrage des réseaux d'eau potable, d'assainissement collectif et du pluvial est assurée par la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Les études sur requalification ne sont pas sécables s'agissant d'un projet global. Il est donc proposé au Conseil d'adopter la convention jointe permettant à la CAM de prendre en charge la part des études relevant de sa maîtrise d'ouvrage. Cette convention et les inscriptions comptables qu'elle prévoit relèvent des opérations sous mandat, notamment celles réalisées en application des dispositions de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage et celles réalisées dans le cadre des groupements de commandes en application des articles L2113-6 et suivants du Code de la commande publique. Les écritures comptables sont à réaliser dans le budget de la commune en tant que mandataire exerçant en vertu la présente convention. Tout ou partie des attributions de la maîtrise d'ouvrage pour le compte de la CAM collectivité mandante. Le Conseil est informé que cette convention a été adoptée par le bureau communautaire dans sa séance du 11 avril dernier. Il est donc demandé au Conseil d'autoriser le maire ou par délégation l'adjoint aux finances et à la commande publique à signer les conventions et à procéder aux écritures comptables et transferts de crédits correspondants. Document joint, je me permettrai de rajouter que je voulais féliciter les services, que ce soit l'aglo, le service technique et tous les partenaires, parce que c'est un gros chantier dans lequel nous nous sommes engagés. Et c'est pas la partie la plus glamour, les réseaux, mais voilà, si les fondations ne sont pas bonnes, on sait que le reste n'ira pas. Donc merci pour votre ténacité, votre travail. Peut-être que préciser qu'il n'y a pas encore de projet dessiné sur l'avenue de Verdun, parce que je sais qu'il y a de l'impatience et des questions dans la population et qu'on ne peut pas dessiner de projet tant qu'on ne sait pas exactement ce qui passe sous l'avenue et où on les fera passer, parce que ça a des conséquences, notamment financières, mais surtout d'aménagement futur. On ne peut pas faire ce qu'on veut au-dessus des réseaux. Il y aura certainement avant l'été une réunion générale sur la traversée de la ville, pour parler de grands principes, pas de projets définitifs, et pouvoir à la rentrée travailler sur un projet un peu plus précis et rencontrer peut-être durant l'été, au fur et à mesure, les acteurs de cette avenue individuellement, mais que chacun se rassure, le coup de pioche n'est pas pour juillet et elle ne sera pas finie en décembre. Donc il y a encore du temps de travail et c'est bien parce qu'on est aux phases d'études que pour l'instant on n'a pas voulu faire de réunion particulière parce que ça servait à rien de vendre du rêve pour quelque chose qui n'allait pas démarrer et dont on n'a pas les certitudes de comment l'aménagement se fera dessus. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette convention? Non, donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Je vous propose donc de prendre l'ordre du jour aux affaires générales, donc dans l'ordre tel qu'il avait été envoyé et défini, avec l'approbation des procès-verbaux des conseils municipaux des 23 février et des 10 mars 2022. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ces PV? Non, donc je les passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Et je vais demander à Cécile Dos Santos de nous présenter la question 2, qui est la déclaration d'engagement pour la mise en œuvre des prérogatives du maire en matière de prévention de la délinquance. Et je la remercie parce que même si elle a travaillé sur le dossier, c'est François Castillo qui l'a suivi, mais il est souffrant et il ne pouvait pas le présenter aujourd'hui. Merci, monsieur le maire. Il est rappelé au conseil municipal que les maires disposent de pouvoirs de police en matière de bon ordre, tranquillité, sécurité et salubrité publique. La loi du 5 mars 2007 a renforcé le rôle des maires en leur confiant l'animation et la mise en œuvre de la politique de prévention et de la délinquance sur leur territoire communal. Toutefois, même si les maires disposent de la possibilité d'agir de façon adaptée,
proportionnée et personnalisée à titre préventif ou en réponse aux troubles de la tranquillité publique et aux actes d'incivisme commis sur leur territoire, l'exercice de ces prérogatives impose de reconnaître, d'adhérer et de respecter un certain nombre de principes protecteurs des libertés individuelles tels que la finalité, les principes de collégialité, de confidentialité, de rigueur procédurale, de proportionnalité et d'équité, d'éthique et d'évolution. À cet effet, il est demandé au Conseil d'approuver les déclarations d'engagement pour la mise en œuvre des prérogatives du maire en matière de prévention de la délinquance, document 6 juin. Merci. Il s'agit surtout de pouvoir travailler ou de faire vivre en lien avec l'annexe de la Maison de la Justice et du Droit. Et donc, pour cela, il nécessite de prendre ces engagements et les délibérations qui suivent. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Donc, Cécile, pour la charte de déontologie qui suit. Merci. Il est exposé au conseil municipal que la commune a décidé de mettre en place une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique. Cette CCTP a vocation de se réunir périodiquement afin d'établir un état des lieux actualisé de la délinquance et de l'insécurité sur le territoire communal et de procéder à l'examen de situations individuelles dont elle est saisie en vue de préparer les décisions de l'autorité municipale quant aux mesures les plus appropriées à engager. Les membres composant la CCTP sont les suivantes: le maire ou son représentant adjoint délégué à la sécurité, le procureur auprès du tribunal de grande instance de Béziers ou son suppléant, le commandant de la brigade de gendarmerie, le chef de la police municipale ou son suppléant, le référent social de la commune, les coordonnateurs de la CCTP. Il est donc demandé au Conseil d'approuver la charte des déontologies régissant le fonctionnement de la CCTP, document joint. Est-ce que cela appelle des questions supplémentaires? Non, je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Le point 4, Cécile. Encore merci. Il est proposé au conseil municipal de passer une convention avec le parquet de Béziers pour organiser un partenariat en matière de partage de l'information pour fixer les modalités d'échange de l'information. Dans ce cadre, le maire signale au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert les connaissances dans l'exercice de ses fonctions. Les demandes présentées par la commune seront satisfaites après accord du procureur de la République et porteront sur les suites données aux crimes et des délits, les mesures ou décisions des justices pénales dont les communications est nécessaire à la mise en œuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale, le classement sans suite, mesures alternatives aux poursuites ou poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions causant un trouble de l'ordre public commises sur le territoire de la commune, les jugements devenus définitifs ou appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur les territoires de la commune ou signalées par lui. Il est donc demandé au Conseil d'approuver la convention de partenariat entre le parquet de Béziers et la ville, document joint. Est-ce que cela appelle des questions? Non, donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Le point 5, Cécile, pour le partage d'informations, ce coup-ci avec la gendarmerie. Il est proposé au conseil municipal de passer une convention de partenariat avec la gendarmerie afin de fixer les modalités d'échange de l'information. Il s'agit notamment d'envois systématiques à la police municipale vers la gendarmerie d'extraits de main courante et de rapports portant sur des faits observés par les agents, de type véhicule et comportement suspect, cas d'atteinte à l'intégrité physique. D'un autre côté, la gendarmerie informera la police municipale sur des faits susceptibles de troubler l'ordre, notamment les faits graves, les faits présentant un caractère répétitif et portant atteinte au patrimoine communal. Il est donc demandé au Conseil d'approuver la convention de partenariat entre la gendarmerie et la commune. Document joint. Est-ce que cela appelle des questions particulières? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et je vais présenter le point 6, qui est la convention de mise à disposition du service de police municipale de Pézenas à la commune de Tourbe. Donc, nous avons été sollicités par le maire de Tourbe, qui n'a pas d'effectif de police municipale et qui est en réflexion pour soit en avoir un, soit en tout cas renforcer cela chez lui. Et
il a souhaité voir si nous ne souhaitions pas mutualiser ou en tout cas mettre en disposition en partie, moyennant rétribution, nos services de police municipale pour des interventions sur son territoire de manière expérimentale. Nous avons accepté après discussion de sa demande, évidemment, avis et de l'élu référent à la sécurité et du chef de service, d'aller dans cette expérimentation. Vous avez lu la convention en affirmant toujours la priorité donnée, évidemment, à la commune de Pézenas et aux missions affectées sur la commune de Pézenas, et en prévoyant certains détails du type festivités qui ne sont pas inclus dans cette offre de service et qui ne peuvent être envisagés qu'en service supplémentaire, moyennant évidemment rémunération des agents. Cela a aussi une certaine utilité pour notre commune ou pour la possibilité d'intervention de nos services, puisque qui dit police communale dit frontière communale, non pas infranchissable, mais en tout cas intervention délicate, voire quasiment impossible parfois au-delà. Et il est arrivé que quand quelqu'un est pris en chasse, il s'éclipse comme ça, donc ça nous permettra aussi de voir s'il y a matière à réfléchir davantage à la mutualisation des forces. Et après, si la ville de Tours ou la commune de Tours souhaitait monter en puissance, il faudrait qu'ils mettent aussi du personnel à disposition et qu'on soit vraiment sur une pluricommunale. Là, on est sur de la mise à disposition plus que sur une police pluricommunale qui est généralement la fusion de deux effectifs. Là, il n'y a pas fusion puisqu'il n'y avait pas effectif. Par contre, il y a compensation financière évaluée ou estimée de cette mise à disposition. Est-ce que cela pose des questions ou des observations, Madame Sadje? Juste une question. D'autres communes pourront profiter de ce dispositif ou c'est vraiment... Il faudrait qu'on soit sollicité, on ne l'a pas été. Il y a des communes qui l'ont fait entre elles. Il y a des communes voisines qui ont des effectifs de police municipale. Après, on n'est fermé à rien. Je dis ni oui ni non. J'ai pas d'avis préconçu. Il faut aussi voir comment ça fonctionne. Il faut aussi que Pézenas ne soit pas à un moment dépossédé de ses effectifs. Alors si on estime, ou si les autres communes peuvent estimer que la mutualisation apporte quelque chose à chacun et que Pézenas devienne le point central, pourquoi pas? Là, on était dans un cas où la commune voisine et plus proche de Pézenas n'avait pas d'effectifs et où on pouvait commencer à expérimenter quelque chose de fonctionnel entre deux communes. Je crois non plus, vu la taille de nos services et de notre commune, hein, c'est toujours pareil, qu'il ne faut pas qu'on grossisse trop en termes d'effectifs parce qu'on ne saura peut-être pas contrôler ou mettre en service ces effectifs-là de manière correcte. On n'est pas fermé, mais pour le coup, les communes voisines auxquelles je pense, elles ont soit des effectifs, soit engagées dans d'autres procédures de mutualisation. Et pour que ça soit cohérent, il faut rester quand même dans un critère géographique proche. Si on additionnait les communes aux communes, on se retrouverait avec une zone de gendarmerie. J'exagère, hein, évidemment, volontairement, mais pour faire comprendre qu'il faut vraiment que ça reste avec des communes voisines. Voilà. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le reste, je vous remercie. Le point 7, la convention de gestion avec l'APP, sera présentée par Nicole Vicente. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Il est rappelé au Conseil que la commune soutient l'action de l'atelier de pédagogie personnalisée, APP, situé à Pézenas. Les APP accueillent toute personne ayant besoin ou envie de se former pour mettre en œuvre un projet professionnel, développer ses compétences et ses connaissances, s'adapter aux évolutions de l'environnement social et professionnel, ou encore préparer un examen. Ils mettent en œuvre une démarche pédagogique spécifique, centrée sur la personne et fondée sur l'auto-formation accompagnée. Chaque personne bénéficie d'une prestation spécifique d'apprentissage formalisée dans un contrat pédagogique. L'APP de Pézenas dépend du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de l'Hérault et de sa mission de formation continue de l'insertion professionnelle. Au travers de son soutien logistique et financier, la ville de Pézenas participe aux missions de l'APP en échange de formations gratuites pour son personnel. C'est cette relation qui est formalisée au travers de la convention de gestion conclue pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Monsieur le maire propose au conseil municipal de l'autoriser à signer cette convention, document joint. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette convention qui revient chaque année? Non, je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
tout le monde, je vous remercie. Je vais présenter ensemble, mais je ferai voter séparément les points 8 et 9 qui sont simples. C'est la participation pour réalisation d'équipements publics exceptionnels dans le cadre de l'établissement scolaire fusionné Sainte-Marthe-Bonne-Terre. Il s'agit simplement dans la convention et le protocole transactionnel qui nous lie à la fois à la commune de Tourbe et à l'OGEC Sainte-Marthe sur ce projet de changer le partenaire qui est désormais l'OGEC Sainte-Marthe et non plus la SCI Bonne-Terre. Donc, je vous propose, sauf s'il y a des questions particulières, de passer aux voix sur la 8, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde, je vous remercie, et sur la 9, qui est l'avenant au protocole transactionnel, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde, je vous remercie. Et pour le bilan de la fourrière automobile, je propose à René Verdeil de nous le présenter. Merci, monsieur le maire. Donc, il est rappelé au Conseil que la commune a signé une convention de délégation du service public de la fourrière avec la société Delvaux Dépannage le 21 octobre 2021. L'article 20 de cette convention indique que le délégataire doit présenter avant le 31 mars de chaque année un rapport de son activité sur l'année précédente. Sauf s'il y a des questions sur le sujet, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport 2021. Donc, il n'y a pas de vote sur le document qui était joint, le rapport qui était joint. Donc, je passe la parole à Manuel Bourguin sur le point 11, convention de gestion et d'entretien de la signalétique urbaine avec la société Goéland Signalétique. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que la gestion et l'entretien de la signalétique de proximité destinés à l'hôtellerie, la restauration, le commerce et l'industrie sont gérés par la société Goéland Signalétique sur la commune de Pézenas, par convention depuis 6 ans. Dans ce cadre, la société Goéland Signalétique propose de poursuivre cette prestation. Il est rappelé que la société met gratuitement à disposition le matériel destiné à recevoir la signalétique. Ce sont les mâts gris que l'on voit dans la ville. Et les planches signalétiques sont louées aux clients souhaitant ce service. La société assure les frais de pose, d'entretien et de nettoyage du matériel. La durée de la convention est de 5 ans, renouvelable une fois. Monsieur le maire sollicite donc du conseil municipal l'autorisation de signer la présente convention. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je présenterai donc le point 12 de la partie aménagement. C'est le bilan de la concertation réalisé dans le cadre de la procédure de ZAC Saint-Christol, donc procédure que vous avez accepté d'initier le 6 décembre 2021 en conseil municipal, qui répond aussi à une des attentes, ou en tout cas à une des remarques de la Chambre régionale des comptes. Vous avez reçu la délibération qui fait état des différentes actions, opérations qu'il y a eu et réunions qui ont pu avoir soit prévues à l'origine, soit décidées en cours de procédure au cours principalement du mois de mars, y compris, vous avez eu dans la délibération les différentes questions qui ont pu survenir, ou en tout cas qui sont résumées, donc notamment la sécurité financière et juridique du projet, son évolution dans le temps, la protection contre les inondations et l'accès à l'eau potable, les voies d'accès, la circulation et les travaux, et le nombre d'habitants, la zone agricole sur laquelle est implanté, les propositions architecturales et la préservation du site. Tout cela est indiqué donc dans la délibération qui vous a été adressée et dans le rapport le bilan de concertation dont il s'agit de voter sur ce point-là. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Oui. Merci, monsieur le maire. Malgré des efforts pour se dépatouiller avec le sinistre projet de la majorité précédente, ma position demeure constante concernant la néfaste artificialisation de la campagne de Saint-Christol. Abstention. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc le reste, merci. Le point 13 est la suite du point 12, ou en tout cas le même projet, puisqu'il s'agit de lancer une procédure en vue de la déclaration d'utilité publique d'acquisition et de travaux à l'opération Saint-Christol au bénéfice de la CEMOP, et notamment cela concerne en particulier une parcelle qui est mentionnée dans la délibération AH
0285 d'une superficie de 14 129 mètres carrés. Donc, il s'agit d'abroger une précédente délibération du 22 février 2018, d'approuver le lancement de la procédure en vue de déclaration d'utilité publique et d'acquisition, d'autoriser la CEMOP à poursuivre cette procédure et à saisir le préfet de l'Hérault, pour notamment qu'il y ait une enquête publique, de dire que la présente délibération évidemment sera transmise au préfet puisqu'il faudra le saisir, et d'autoriser monsieur le maire à signer les différents documents afférents à cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Le point 14 sur la convention de location du théâtre de Verdure pour l'été 2022. Je laisse la parole à Robert Vivarès. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tout le monde. Donc, afin de poursuivre la dynamique culturelle lancée l'année dernière pour la période estivale, le service culture de la ville s'est à nouveau rapproché des associations culturelles pissénoises afin qu'elles organisent des manifestations au théâtre de Verdure au sein du parc Sans Souci. Pour que ces manifestations se déroulent dans les meilleures conditions, la ville a sécurisé le site en 2021, remplace la scène du théâtre de Verdure pour l'été prochain et s'engage à l'équiper techniquement et à accompagner les associations pissénoises dans l'organisation de leurs manifestations. En contrepartie, il est demandé aux associations une location du théâtre de Verdure. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter un contrat de location du théâtre de Verdure pour la période du 3 juillet au 31 août 2022. Vous avez eu le document. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Des acquisitions de parcelles AV 91 et AV 272, je laisse la parole à René Verdeil. Merci Monsieur le maire. Acquisition des parcelles. Donc Monsieur le maire rappelle que Monsieur Régis Guéroult et Madame Dalila Karadaja sont propriétaires d'un masé et d'un terrain attenant figurant au cadastre section AV numéro 91, lieu dilettant pour 30 centiares et section AV numéro 272 pour 12 arts et 23 centiares, soit une surface totale de 12 arts 53 centiares. Ils ont édifié sur ces terrains un certain nombre de constructions sans autorisation en 2017 et la ville a obtenu plusieurs décisions de justice pour en obtenir la démolition. Le montant total des condamnations au titre de ces différentes décisions de justice est de 19 966,49 €. Le solde restant à payer est de 15 966,49 €. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que par une déclaration d'intention d'aliéner reçue le 16 juillet 2021 à l'hôtel du département de l'Hérault, Monsieur Régis Guéroult et Madame Dalila Karawadia ont exprimé leur volonté de vendre au prix de 30 000 € les parcelles cadastrées section AV numéro 91 et numéro 272 d'une contenance de 1223 m², sises sur le territoire de la commune. Monsieur le maire rappelle que par décision en date du 29 septembre 2021, la ville a préempté ces terrains au prix de 12 500 €, conforme à l'estimation des domaines. Par un courrier en date du 18 février 2022, monsieur et madame ont accepté le prix proposé par la ville, mais souhaitent la remise des pénalités restantes. Les vendeurs, maintenant la vente et refusant le prix proposé, la ville a saisi le juge de l'expropriation le 4 mars 2022 afin d'obtenir une fixation judiciaire du prix. Pour mettre fin à ce contentieux, monsieur le maire propose de majorer légèrement l'estimation des domaines et de monsieur le commissaire du gouvernement, qui propose un prix de 12 500 €, et de faire l'acquisition des parcelles au prix de 15 966,49 €, correspondant au solde des différentes condamnations émises à l'encontre de monsieur et madame. La différence, soit 3 466,99 €, sera plus que compensée par la fin d'un contentieux et les frais y afférents et permettra un gain de temps appréciable au regard de la longueur de la procédure pour remettre en état cette parcelle et la rendre ainsi à son état naturel en détruisant les constructions présentes sur le terrain. Monsieur le maire sollicite donc du conseil l'autorisation de signer l'acte de vente à intervenir avec monsieur Régis Guéroult et madame Dalila Karadadja pour les parcelles AV numéro 91 et numéro 272,
ainsi que toutes les pièces annexes pour un prix de 15 966,49 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce dossier? Donc, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Le point 16, l'acquisition de la parcelle BK 1331 dans le cadre de l'achat de la Pietà. Je vais laisser la parole à René Verdeil. Il est rappelé la délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 2020 portant sur l'acquisition d'une œuvre d'art en XVIIIe siècle exposée en façade du 8 rue Canavasserie. La Pietà était sur la façade de l'immeuble cadastré BK 134 qui a fait l'objet de la division parcellaire suivante. Vous avez le détail de la division parcellaire. La parcelle BK 1331 est composée au rez-de-chaussée d'un massif végétal longeant la voie et occupant la totalité de l'emprise de la parcelle. Au premier étage, la Pietà et sa niche sur une partie de l'emprise de la parcelle. Monsieur le maire propose au conseil l'acquisition de cette parcelle auprès de monsieur Pierre Pinceau, propriétaire des parcelles BK 1330 et 1331, au prix de 1 500 €, afin que la Pietà demeure sur la façade de l'immeuble. Monsieur le maire rappelle que cette parcelle est actuellement plantée en bambou, que la ville s'engage à enlever pour faire un aménagement selon les prescriptions du site patrimonial remarquable. Merci René, et merci aussi à Jean-Marie Bousquet qui a suivi de près cette affaire, parce que vous étiez deux. Jean-Marie aurait pu, au titre du patrimoine, présenter la délibération. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Rétrocession, point 17, de voirie d'espace vert au lotissement Pierremont, avenue de Verdun. Je propose à Julie Garcin-Sodo de le présenter. Et oui, ce soir, je reste dans la même avenue. Donc, monsieur le maire informe le conseil que l'association syndicale du lotissement Pierremont, située avenue de Verdun, souhaite que la commune devienne propriétaire de la voirie et des espaces verts du lotissement. Vous avez le plan en pièces jointes. Monsieur le maire rappelle au conseil sa délibération en date du 30 juillet 2019, nommant la voirie de lotissement rue Lord Clive. Monsieur le maire propose donc au conseil d'entamer la procédure de rétrocession de la voirie et des espaces verts du lotissement, soit les parcelles BM 403, 414, 417, 19, 422, 429 pour l'euro symbolique. Voilà, est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. De même pour le point 18, Julie, rétrocession des trottoirs et espaces verts de l'opération de l'ancienne distillerie. Exactement, l'opération va toucher à sa fin. Donc sur le terrain d'assiette de l'ancienne distillerie, parcelle cadastrée BM 0441 et BM 0442, a été réalisé un programme de logement porté par Promojoc et Vigilage d'Or, désigné comme étant attributaire de l'appel à projet par délibération du 26 février 2019. Le programme comprend 211 logements qui seront livrés au cours du dernier trimestre 2022. Le 4 février 2020, le conseil municipal a approuvé la rétrocession dans le domaine public de la voie de desserte. Il s'agit désormais de compléter ce premier acte par la rétrocession des trottoirs et espaces verts mitoyens à la voirie, ainsi que l'espace vert extérieur attenant à l'avenue de Verdun, selon le plan joint. Les trottoirs et surfaces annexées à intégrer dans le domaine public représentent une superficie de 869 m². Les espaces verts à intégrer représentent une superficie de 942 m² comprenant 20 arbres. Monsieur le maire demande au conseil municipal d'approuver cette rétrocession et d'intégrer dans le domaine public communal les trottoirs et espaces verts mitoyens à la voirie ainsi que l'espace vert extérieur attenant à l'avenue de Verdun. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et nous allons sauter la partie finance que nous avons longuement vue tout à l'heure pour arriver aux ressources humaines et à Benoît Blanc avec la question 27 dont vous avez reçu une nouvelle version, mais il vous l'expliquera mieux que moi, sur table ce soir. Merci monsieur le maire, bonsoir à tous. Il est rappelé au Conseil qu'il n'existe pas de cadre réglementaire pour la fonction publique concernant l'application de l'annualisation. Il revient donc à chaque employeur de déterminer le fonctionnement des services concernés. Dans la collectivité, ce cadre correspond à 4 services annualisés, le CCAS, le service périscolaire extrascolaire, le camp hôtel et le service culturel. Il est donc proposé au Conseil de compléter le règlement intérieur ressources humaines en intégrant les règles de la commune de fonctionnement de ces 4 services.
Ces propositions ont fait l'objet d'un avis du comité technique rendu le 3 mai dernier. Donc, je vous laisse prendre connaissance des parties qui suivent. Tout simplement, c'est simplement une mise à jour qui tient compte de la loi des 1607 heures notamment. Je sais pas, est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Le point 28 sur les cycles de travail en application des règles d'annualisation. La collectivité a été saisie par 2 demandes d'agents et de services de revoir les amplitudes horaires des services annualisés. Il est proposé au Conseil de modifier le règlement intérieur des ressources humaines pour y inscrire les cycles de travail de l'ensemble des services annualisés, compte tenu des règles énoncées précédemment. Ces modifications ont fait l'objet d'un avis au comité technique rendu le 3 mai dernier. Il est précisé au Conseil que ces modifications prennent en compte également des demandes de services qui souhaitent que la borne quotidienne soit en adéquation avec les temps réels de l'intervention ou qu'elle prenne en compte des réunions organisées régulièrement. Il est rappelé que la collectivité doit fixer notamment la durée du cycle, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les conditions de repos et de pause qui suivent juste après. Il est demandé au Conseil de modifier le règlement intérieur RH et d'y intégrer les cycles présentés. S'il y a des questions particulières, je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Vous avez reçu les comptes rendus de décision hors commande publique, mais aussi les tableaux des conventions de mécénat pour les premières qui sont passées. Est-ce que cela appelle des questions particulières? Non. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Non plus. Mais je vous souhaite une bonne soirée. Merci.